4 février 1932, alors qu'un violent cyclone frappe l'île de la Réunion, une partie de la chapelle Pointue est détruite, lieu où reposaient les restes de Madame Desbassins. Alors que l'autel reste mystérieusement intact, sa tombe, elle, est brisée en deux. On raconte alors que son esprit, libéré, aurait été condamné à l'enfer terrestre à l'intérieur du piton de la fournaise, expiant ses péchés en alimentant les flammes du volcan. Et à chaque éruption, dans les grondements des entrailles de la terre, les hurlements du diable se feraient entendre. Chauffez, Madame Desbassins, chauffez. Wopé YouTube, comment il est? Moi, les content de retrouver Azot. Il fait longtemps, il fait depuis l'année dernière, pas Azot. Et sur ce, justement, bonne année 2025. Enfin, là, le temps que tu regardes la vidéo nous sera le 16 février. Mickey pas, si en février, Azot, il dit encore bonne année. N'hésite pas à dire moi en commentaire si c'est le cas ou pas. Et m'y profite de ce moment pour dire à Azot, désolé pour l'absence. Mais si nous t'es pas là, c'était pour une bonne raison, c'était pour préparer au mieux cette année 2025 sur YouTube. À partir de cette vidéo, 2 fois par mois, on aura une vidéo, un dimanche sur 2 à 18 h. Déjà, merci à tous d'avoir été aussi présents sur le lancement de la chaîne. Nous la lance la chaîne en juin 2024 et en à peine 6 mois, ça a tout explosé. Dis à autres comme ça que nous avons déjà 2 vidéos là dépassent les 100 000 vues et que nous l'est bientôt à 15 000 abonnés sur YouTube. Merci beaucoup et nous continuons sur cette lancée. Cette année, ce sera encore plus extraordinaire, plus professionnel, dis à autres comme ça que les 6 premiers mois de YouTube, c'était une phase test pour nous. Continuez à me soutenir. Merci encore à HBC Productions et surtout les amis, likez, partagez, commentez et abonnez-vous. Sur ce, cette intro là assez durée, donc prends de quoi boire, de quoi manger et profite bien de cette vidéo. Aujourd'hui, comme vous avez pu voir dans le titre, nous allons parler de Madame Desbassins, figure historique et controversée à La Réunion. Bienfaitrice pour les uns et tortionnaire pour les autres, Marie-Anne-Thérèse Ombline Desbassins était l'une des femmes les plus riches de l'île de la Réunion au 19e siècle. À son apogée, elle avait plus de 400 esclaves qui travaillaient pour elle sur son domaine qui s'étendait du littoral de Saint-Paul jusqu'aux montagnes du Maïdo. Charitable comme il faut, enfin, surtout avec les colons et les gros blancs, elle était surnommée par ces derniers la seconde Providence. Par contre, c'est pas le même son de cloche pour ça que t'es vive sous sa coupe, parce qu'elle était aussi connue pour traiter ses esclaves d'une façon très cruelle, à tel point qu'elle avait gagné le surnom de diablesse chez les esclaves. Mais avant de nous plonger dans l'histoire de Madame Desbassins, il est intéressant de nous intéresser à la famille Desbassins et surtout à son mari Henri Panon Desbassins. Henri Paulin Panon est né le 11 février 1732 à Saint-Paul. C'est le petit-fils d'un charpentier venu de Toulon et qui, en débarquant à La Réunion, l'a fait fortune vers le XVIIe siècle. Henri Paulin lui a d'abord fait une brillante carrière militaire. Et en 1776, il est même fait chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis. C'est une distinction qui sert un peu de tremplin vers la noblesse. C'est la petite médaille que tu peux voir sur l'image de Henri Paulin là. Henri Paulin, il est ce que nous peut appeler un gros blanc. Il était décrit comme puissamment riche et en même temps, les normales, c'était l'un des plus grands propriétaires fonciers et l'un des plus grands propriétaires d'esclaves de son temps. Mais cette fortune-là, c'est rien par rapport à la fortune que lui a avoir en épousant le 28 mai 1770 Marie-Anne-Thérèse Montbrun-Gonneau. C'est la fille de son cousin. Ouais, c'est déjà bizarre, mais dis à que c'est pas le plus bizarre. Le plus bizarre, c'est que HP, oui, mais ça s'appelle HP maintenant, lui n'avait 38 ans à cette époque, alors que la petite Ombline, future Madame Desbassins, elle n'avait rien que 15 ans. 15 ans. Le couple s'est constitué entre ce mariage et la Révolution un patrimoine foncier énorme. En 1789, les Desbassins ont en habitation 420 hectares. Et si tu demandes à Azot combien ça fait, aucune idée. Pas vraiment. Il faut mieux regarder, au pire, me regarder, mais je ne connais pas combien il représente 420 hectares. Un hectare, c'est 10 000 mètres carrés. Attends, ça, regardez, 420 hectares comparaison. A few moments later.
ce qui représente environ 1,5 fois la superficie de Monaco. Et il tombe bien cet exemple parce que Monaco est pété de thunes. Et pour les footballeurs, il représente à peu près 600 terrains de football. On avait 6 terrains à Saint-Gilles pour un total de 150 hectares, 2 terrains à La Saline et aux 3 bassins pour un total de 145 hectares et 125 hectares dans la région du Bernica. Et pour l'anecdote, les 3 bassins seraient à l'origine du nom des bassins. Parce que oui, comme vous avez entendu, le Henri Paulin, le HP là, ne porte pas nom. Et il y a une autre légende qui dirait que le nom des bassins viendrait du fait que la famille Panon n'avait un tralet de terrain où on avait beaucoup de bassins. Il y avait plein de bassins. On avait des bassins. Un bassin, 2 bassins, des bassins. Bon, vous avez compris quoi. À ce moment-là, la plante qui prend le plus d'espace sur votre banc de terrain, c'est le maïs parce que c'est la base de l'alimentation des esclaves, mais c'est aussi consommé par les blancs. Mais votre vraie richesse, et ça qui fait votre prestige, c'est la vente de café et de coton en Europe. Et avec tout l'argent que vous avez fait grâce à cette bonne plantation, les Desbassins, 1, 2, 3. Les Desbassins, ça sera les affaires. Zot y achète un tralet d'affaires, soit pour décorer votre bonne maison, soit pour directement revendre plus cher sur l'île de la Réunion. Enfin, à l'époque, c'était l'île de Bourbon. En gros, les Desbassins, c'était quoi? C'était des plantations avec des esclaves, c'était des grossistes, et à côté de ça, le petit HP, lui, il est malin, hein, parce que lui investit dans les armements maritimes et lui achète aussi des rentes sur l'État. Pour ça qui ne connaît pas, c'est quoi des rentes sur l'État? C'est des titres financiers qui garantissent à lui un revenu versé par l'État en échange d'un capital investi. Et c'est pas tout, parce que Henri Paulin, c'était aussi un franc-maçon. Et plus il décrit Henri Paulin et la famille Desbassins, plus il fait penser à moins à des familles que les toujours en place aujourd'hui. Mais, de peur de niquer ma carrière, ça pas aller plus loin dans la comparaison. Henri Paulin lui est souvent en métropole et lui revient à Bourbon en 1793. Et à ce moment-là, lui fait à lui plutôt discret et lui laisse son madame gérer tous les business. En vrai, il aurait encore beaucoup de choses à dire sur Henri Paulin. Mais ce n'est pas lui la star de la vidéo, donc si tu veux apprendre plus de choses sur sa vie, n'hésitez pas à consulter les liens que je vais mettre en description. Frappé par la maladie en octobre 1799, il meurt un an après, le 11 octobre 1800. C'est important de situer qui était le mari de Madame Desbassins, car le mariage d'Ombline à HP la propulse à elle vers d'autres strates de la société de l'époque. Et maintenant, nous pouvons rentrer dans le vif du sujet. La vie de Madame Desbassins y commence pas sous les meilleurs auspices. Fille de Julien Gonod, cultivateur des Hauts-de-Saint-Paul, sa mère, quant à elle, perd la vie en lui donnant naissance le 3 juillet 1755. Nous ne connaissons pas grand-chose de l'enfance de Ombline, mais ça que nous connaissons, c'est qu'elle a été élevée par sa tante. Donc certainement, elle a été confiée à sa tante par son papa. Et c'est un peu confirmé parce que sa tante l'était mariée à un gendarme, et ce gendarme est devenu par la suite le tuteur légal de Ombline. Les histoires de Ombline y commencent véritablement à son mariage le 28 mai 1770 avec notre bon vieux HP. Et c'est vraiment le bon terme quand il dit bon vieux HP parce que pour rappel, elle n'avait que 15 ans alors que HP n'avait 23 ans de plus qu'elle. Lui n'avait 38 ans. C'était un tonton. Et c'est à ce moment-là que Ombline devient Madame Desbassins. Même si elle occupe souvent des business familiaux, surtout dû aux nombreux départs de HP vers la métropole comme m'a fin expliqué au début de la vidéo, son impact et sa personne devient centrale dans la famille Desbassins au moment de la mort de son mari en octobre 1800. À ce moment-là, elle commence à bien faire connaître à elle et à même susciter de l'admiration. Il faut rappeler l'époque, hein. À cette époque-là, pour qu'une femme soit admirée pour le business, fallait y aller. Et c'est peut-être même encore un peu le cas aujourd'hui. Bon, après, son business, c'était sur de l'esclavage. Donc, c'est pas forcément joli, mais il faut remettre les choses dans son contexte. C'était quelque chose qui était autorisé et légal à l'époque. Même si ça ne reste pas moral, peu importe à quel moment de l'histoire on est. En 1813, en séjour à Maurice, Madame Desbassins rencontre le nouveau gouverneur de l'Inde anglaise. Et ce dernier a été impressionné par cette dernière et l'a même complimenté sur son sens des affaires et sur sa vertu. 4 ans plus tard, en 1817, un visiteur nommé Augustin Biard est lui frappé par son esprit entrepreneurial, oui, mais aussi par son côté bonne maman qui est entourée de ses enfants et de ses petits-enfants. Ah oui, parce que moi, bien de dire, avec HP, là, ça l'a pas chômé, hein. Ça l'a envahi le paquet, ça l'a fait 13 marmailles, dont 9 l'a atteint la majorité.
Entre 1818 et 1820, le lieutenant Théophile Frappaz y séjourne sa case et laisse même un témoignage élogieux à propos de Madame Desbassins. Lui affirme que sur toute l'île, les gens y admirent Madame Desbassins pour sa fortune, oui, mais surtout pour ses qualités personnelles. Et lui dirait même que les esclaves y appelleraient à elle bonne maîtresse et surtout que Zotti montrait toujours des signes d'affection envers Madame Desbassins. Par contre, faut pas trop prendre de monde pour de couillon, parce que même si Théophile lui a l'air plutôt sincère, un officier de son rang serait très bizarre que lui la passe beaucoup de temps à parler avec beaucoup d'esclaves. En réalité, le banc d'échange l'était sûrement limité aux esclaves que la famille Desbassins était bien présente à lui. Pour rappel, à l'époque, il y avait des domestiques, des esclaves de maison, que l'étaient très proches de notre bonne maître. Et ils n'auraient jamais pris le risque de critiquer le maître de peur de perdre notre bon petit privilège. Pour faire simple, Banal présente des esclaves que l'avait peur de Madame Desbassins pour encenser cette dernière à Théophile. Ces légendes a contribué à bâtir la légende de Madame Desbassins de son vivant, à tel point qu'elle est devenue célèbre sous le nom de Seconde Providence. Sa légende est aussi grandement liée à l'attaque des Anglais sur Saint-Paul en 1809, lors de laquelle la sainte Madame Desbassins n'aurait sauvé la ville de Saint-Paul de la destruction. En 1817, elle y fait même don d'une partie de l'une de ses nombreuses propriétés à des bonnes sœurs pour qu'elles y construisent la première école pour filles à l'île de la Réunion. Mais je tiens à préciser que c'est une école pour filles de famille libre. Et après sa mort, le 4 février 1846, la légende de Madame Desbassins continue à grandir. Mais Azote, comme moi, Zotti connaît aujourd'hui c'est quoi l'image de Madame Desbassins. Alors comment ça se fait que à son époque, elle était vue comme une personne généreuse, comme une sainte presque? Eh ben, on a plusieurs raisons à ça. Déjà, il faut savoir que c'était le cas. Elle était vraiment gentille, mais qu'avec les gros blancs, comme m'a expliqué Azote en début de vidéo. Avec les esclaves, c'était pas la même. Et deuxièmement, parce que les écrits que l'on retrouve sur Madame Desbassins, c'est des écrits des personnes qui l'ont fréquentée, donc des personnes avec qui elle a été gentille, elle a été bonne. Alors que les esclaves, eux, ont transmis leur savoir de façon orale à leur descendance. Alors justement maintenant, intéressons-nous un peu plus à son image à travers les yeux des esclaves. Malgré son image de bienfaitrice de son vivant, on a une contre-légende noire que l'est née sur Madame Desbassins en 1910, près d'un demi-siècle après sa mort. Légende la plus répandue de nos jours, qui révèle les horreurs qu'elle aurait commises de son vivant. Le début de la légende noire de Madame Desbassins, c'est autour de la construction de la chapelle Pointue. En 1910, des ouvriers sont sur place, certainement pour des rénovations. En allant plus loin, notamment dans la cuisine, ils tombent sur du ciment d'une couleur rouge très bizarre. C'est pas un rouge peinture comme nous pourrions retrouver souvent par exemple sur les maisons Malbar par exemple, on a beaucoup de rouge, ou sur les temples. Ce n'est pas non plus un rouge couleur roche volcanique, non, c'est un rouge bien plus âcre. Cette couleur rouge vient en fait du sang des esclaves que Madame Desbassins a utilisé pour le mortier lors de la construction de la chapelle Pointue. Alors cette découverte, elle y arrive quand même 60 ans après la mort de Madame Desbassins. Donc ces ouvriers, ils ont des nouvelles techniques, plus modernes et bien plus avancées que l'époque. Et malgré ça, ils n'y arrivent pas à expliquer cette couleur rouge-là. C'est de là qu'est venue cette hypothèse justement du sang utilisé par Madame Desbassins. Et puis il y a aussi l'histoire de la glacière. Ça c'est certainement une histoire que Zotti connaît, mais là nous ça rentre un petit peu plus dans les détails. À l'époque, on avait des chasseurs de marrons. Ce serait intéressant de faire une vidéo justement sur les chasseurs de marrons. Si Zotti veut une vidéo là-dessus, n'hésite pas à dire moi ça en commentaire. Donc pardon, m'y reprend. On avait des chasseurs de marrons que l'avait découvert la caverne de la glacière entre Maïdo et le Grand Bénard. Pour ceux qui ne connaissent pas la caverne de la glacière, c'est une caverne dans laquelle, au fond, il y a de la glace. Madame Desbassins ayant eu vent de cette découverte, elle ne pouvait pas passer à côté de ça. Donc elle a envoyé plusieurs esclaves monter jusque la caverne glaciaire et l'aller-retour y représente 40 km. Zoté doit faire ça de nuit, pieds nus et avec un goni sur votre dos. Et surtout, Zoté ne doit pas être en retard et encore moins arriver avec de la glace fondue. Et pour ça que tu respectes ni les délais ni la conservation de la glace, Zoté châtié.
Au niveau des châtiments, il était hyper grave parce qu'il ne faut pas oublier que Madame des Bassins, elle appliquait le code noir sur ces terres. On avait le châtiment plus classique mais quand même très horrible, c'était le fouet. C'était fait fouet Azote devant les autres esclaves pour pouvoir leur faire peur et servir de leçon aux autres esclaves qui ne respecteraient pas les règles de Madame des Bassins. Autre châtiment utilisé à l'époque et toujours aujourd'hui pour punir les criminels, attention, je ne dis pas que les esclaves étaient des criminels, mais selon le code noir, s'ils ne respectaient pas les ordres de leur maître, ils devaient être punis. Et l'une de ces punitions, donc je disais, c'est l'enfermement. L'enfermement va être simple, donc dans de simples, on va dire, compartiments isolés, ou alors carrément dans des cachots, voire pire, selon la légende. Madame des Bassins, elle allait même jusqu'à enterrer ses esclaves vivants pour les punir. C'est quoi, Hugo? Ben, quand on l'a dit châtier, la lumière rouge bat la cour. Oh, bizarre. Madame des Bassins, si tu es là, viens pas râler mes doigts de pied à soir, s'il te plaît. Ce n'est qu'un reportage, un documentaire. Vous pensez que ça n'y embête à nous? Parce que si elle vient embêter à moi, elle vient embêter à vous aussi, moi, pas tout seul là-dedans. Madame des Bassins profitait aussi des châtiments comme le fait de battre ses esclaves pour récolter du sang qu'elle aurait utilisé sur les champs de canne parce que selon elle, c'était bon pour la récolte. Alors Madame des Bassins connaît pas ses coups de problème avec le sang, mais même s'il peut paraître horrible et barbare d'utiliser le sang des esclaves donc dans les mortiers ou sur les récoltes, il ne faut pas oublier qu'à l'époque, pour Madame des Bassins et d'autres colons, que malheureusement, les esclaves, ce n'étaient que des outils pour eux. Et que ce qui en découlait des esclaves, ce n'était que de la matière première. Oui, c'est horrible, on est d'accord avec Zot, mais c'est une réalité qui a existé. Même si 1910 marque le début des premières légendes sur Madame des Bassins, enfin des légendes noires en tout cas, ce n'est que le 4 février 1932, date d'anniversaire de la mort de Madame des Bassins, qu'est réellement née la légende noire autour de cette dernière. Alors pourquoi cette légende est née à ce moment-là? Eh bien tout simplement par rapport à ce que je disais en intro de vidéo. Le 4 février 1932 n'avait un cyclone que Tépas sur la Réunion. Et que même s'il a abîmé la chapelle Pointue, mais le plus impressionnant et le plus mystérieux là-dedans, c'est que la tombe de Madame des Bassins a été fissurée en deux sans qu'aucun débris ne tombe sur cette dernière. Je vous rappelle que tout cela arrive le 4 février, jour de l'anniversaire de sa mort, près de 100 ans après. On raconte alors qu'à ce moment-là, l'âme de Madame des Bassins s'est échappée, mais qu'elle s'est faite capturer par le diable et enfermée dans l'enfer terrestre qu'est le volcan du Piton de la Fournaise, où son travail pour expier ses péchés, c'est tout simplement de chauffer la lave du volcan. La légende de Madame des Bassins l'a encore plus évolué à partir de 1970. Alors pourquoi en 1970 seulement il reprend encore plus d'importance? Alors pour deux raisons. La première raison, c'est déjà qu'à cette époque-là, on a eu des personnes qui ont voulu intéresser Azote à l'histoire de Madame des Bassins, mais du côté des descendants des esclaves. Pourquoi on a ce côté bienfaitrice de Madame des Bassins qui était très reconnu, et pourquoi le côté sombre n'était pas connu? Alors pour une raison assez simple, comme m'a déjà dit dans la vidéo, ce que l'on sait de Madame des Bassins du côté bienfaitrice, quasi sainte, vient en fait des écrits de personnes que tu vis à son époque, que tu côtoyais, et souvent c'était des personnes instruites, des colons, des gros blancs. Alors que du côté des esclaves et de leur vision de Madame des Bassins, tout cela n'a été retransmis que à l'oral. Et du coup, elle a pu avoir des pertes d'informations, des amplifications et voire même de la naissance de légendes autour de tout ça. L'autre raison de pourquoi c'est seulement vers les années 60-70 que la légende noire de Madame des Bassins a pris de l'ampleur, c'est tout simplement pour une raison politique. En fait, entre 1960 et 1970, on avait un mouvement qui était contre le système de départementalisation. En gros, c'était un système qui faisait de l'île de la Réunion un département de la France. Zot veut plus d'indépendance.
Et Zola appuyait le fait que les souffrances liées à l'esclavage seraient à l'origine des inégalités que n'avait sur l'île à l'époque. Du coup, à ce moment-là, ça a fait remonter toutes les horreurs que là se passaient pendant l'esclavage. Et on a un nom qui revient souvent, c'est Madame Desbassins. Et du coup, Madame Desbassins est devenue le visage de l'esclavagiste, du gros blanc qui traitait mal les pauvres esclaves. En fait, c'est comme un effet de martyr qui vient de consolider souvent, tu sais, une révolte, etc. Et là, avec Madame Desbassins qui devient le visage du démon, de la diablesse, comme tu appelles les esclaves à l'époque, il permet de, en gros, unifier les personnes qui suivent ce mouvement-là. Pour conclure, Madame Desbassins, c'est vraiment une personnalité historique de l'île de la Réunion qui a une dualité dans ses légendes. Elle a eu ce côté où elle était vraiment une bonne personne, mais pas avec les bonnes personnes, c'est-à-dire qu'elle avait ce côté bienfaitrice pour les petits blancs, les colons et les gros blancs. Mais d'un autre côté, elle était aussi une personne cruelle qui usait de l'esclavage et qui surtout appliquait le code noir sur ses terres. Bon les amis, là nous arrive sur la fin de la vidéo, mais j'aimerais partager aussi un ressenti que moi l'a eu sur l'histoire de Madame Desbassins. Mickey pas Zot, mais pour moi Madame Desbassins, c'est une personne que a fait énormément de choses horribles, elle est au même niveau que Sitaran dans ma tête. Et au début de mes recherches, mon théâtre en moins justement a tombé sur une liste incalculable de faits horribles qu'elle aurait pu commettre. Attention, dans la vidéo, elle m'a raconté plein de choses horribles qu'elle a pu faire. Mais je sais pas, me t'attends à moi à bien pire. C'est pas ce que me t'es souhaite, mais me t'attends à moi à ça. Mais d'un autre côté, ce que m'y retient aussi de ça, c'est que 200 ans après, on a toujours de la haine contre Madame Desbassins. Et pourtant, c'est ce côté légende noire l'a été transmis génération en génération que par voie orale. Donc forcément, elle aurait pu se perdre dans le temps, dans l'histoire. Et aujourd'hui, Madame Desbassins, elle existe encore. Dans les légendes, à tel point qu'il y a le musée, le musée de Villèle, c'est son ancienne case, la chapelle y existe encore, quand on parle de Madame Desbassins dans le chemin, les gens y connaissent, peut-être même que Zod a des histoires à raconter de Madame Desbassins, que moi elle n'est pas au courant, parce que, je me rappelle, moi, je n'est pas historien, ce que m'y fait là, c'est des recherches personnelles, avec des sources évidemment, mais c'est un travail que nous devons faire ensemble, donc n'hésitez pas à Zod, si vous en avez des histoires, à compléter, à commenter dans l'espace commentaire, et surtout, pour rappel, les légendes sur Madame Desbassins, les légendes noires en tout cas, c'est des légendes qui ont été transmises de façon verbale entre descendants d'esclaves. Merci encore d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager et surtout à abonner à Zot. C'est la meilleure façon de soutenir la chaîne. Sur ce, Midi Azot, à dans 2 semaines. On retrouve. Nous a fini bon? Ouais, les bonnes filles. Ok, peut-être ça juste voir c'est cool arriver l'histoire de micro là, l'histoire lumière pardon. C'est bizarre parce que. Il a coupé d'un coup comme ça, pourtant il est branché. Mais normal il fait ça? Ah ouais. Bah non. Nalou Béni t'es là? Il me fatigué plus histoires là parce que la prison pour enfants là m'a été limite m'a été comment maudit, m'a cassé ma coque, ma cheville, m'a eu problème de santé. Après, m'a fait les histoires de Sitaran, pareil, m'a eu bon problème. Et là, il fait sur Madame Desbassins, il commence à avoir bonne histoire comment.